Vous êtes marchand de biens, votre projet est bouclé, vous l'avez sourcé, sécurisé, la marge, elle est fantastique à la clé. Et puis là, tout s'effondre parce que vous n'avez pas le financement. Et ça fait chier. On va parler du financement de marchands aujourd'hui. On est sur la chaîne YouTube du Cercle MDB, la chaîne des marchands qui font des opérations. Je suis avec Pierre-Emmanuel. On va parler justement de financement, quand s'en occuper, comment le monter, quelles sont les bonnes pratiques. Et je pense que ça va être une vidéo riche d'informations pour nos amis marchands de biens ou aspirants marchands de biens qui se posent plein de questions. Tu dois avoir plein de questions d'ailleurs. J'ai plein de questions parce que le financement, j'ai l'impression que c'est le truc qui fait vraiment peur, à la fois pour les néos, mais aussi pour les plus avancés. Parce que le problème du marchand, c'est que j'ai l'impression, en tout cas tu me corriges, hein, mais en fait on n'a jamais de trésor. On peut faire tellement d'opérations qu'on est toujours au besoin de financement. Ben, si on est un néo-marchand de biens, théoriquement, on en a peut-être moins parce qu'au démarrage, on ne va pas avoir beaucoup de trésor. Et donc du coup, on n'en a pas beaucoup. On en a moins que plus tard quand on a fait des opérations à succès. Et puis, quand on commence à être un petit peu en réussite, eh bien, on va peut-être des fois multiplier les opérations. Les montants d'apport nécessaires vont toujours être, c'est en pourcentage, on va parler des 20% à peu près d'apport. Et sur plus de deals, des plus gros deals, forcément, en fait, tout notre développement et nos marges réalisées sont souvent réinvestis. Et donc, on a des problématiques de financement au début et à la suite de son activité. En fait, tout le temps. C'est pour ça que c'est un sujet à la fois pour des néos, comme tu l'as dit, et à la fois pour des marchands plus expérimentés, plus lancés. Et je pense aussi, pour compléter, c'est que bon, il y a plusieurs problèmes qui reviennent tout le temps un peu, mais le financement, c'est un vrai sujet parce que encore quand tu es un peu artisan, tu vois le profil qu'on voit un peu généralement sur le marché, artisans marchands qui vont faire quelques opérations par an, mais surtout en séquentiel, une après l'autre. Ouais. C'est OK, on arrive toujours à trouver de la love money, à déclencher un peu des financements. Quand tu veux faire en parallèle 1, 2, 3, 4, 5, 6 opérations en même temps, c'est là où ça devient un peu plus compliqué parce que peut-être que ta banque va te suivre sur un et on en reparlera. Ouais. Mais après, pour déclencher plusieurs en même temps, ça devient complexe. Et des fois, alors tu as cité les deux cas de figure, mais des fois tu penses que tes projets vont s'enchaîner. Tu vas en terminer un pour en racheter un autre. Ouais. Mais ça, c'est... quand tout se passe bien. La théorie. Et la pratique, c'est que tu as un acquéreur, il a son prêt qui pète, ou il a oublié, moi j'ai eu le cas, il a oublié de faire le virement pour acheter. Forcément, on ne peut pas vendre. Et si vous prévoyez la semaine d'après de racheter un bien et que ça ne s'est pas bien passé, en fait, c'est en cascade que ça part en vrille. Et donc, du coup, en fait, ces sujets de financement arrivent souvent. On a différents types de sujets, des sujets de financement de l'opération en elle-même, des sujets de fonds propres, des fois des sujets de ce qu'on appelle de bridge, donc c'est des ponts entre deux opérations, des fois des sujets où il nous reste sur des multilots, donc on a acheté une opération, on a acheté un bien, on va en vendre plusieurs à la découpe par exemple, il nous reste peut-être 2-3 lots qui constituent notre marge. Notre marge, elle est là, mais on n'arrive pas à vendre les lots. Donc, en fait, on se retrouve avec de l'argent impalpable. Un bien immobilier, on ne le mange pas. On peut dormir dedans, mais c'est à peu près tout. Puis, s'il y a des locataires dedans, c'est compliqué. Donc, c'est pas toujours aussi simple et aussi évident que ça, que tout s'enchaîne correctement. Et donc, le sujet du financement, c'est un sujet clé. Et la gestion de trésorerie qui va avec. Maintenant qu'on voit un peu l'envergure du problème, en tout cas on le touche du doigt, ouais. Pourquoi c'est hyper important d'anticiper le financement de la meilleure manière ? Eh bien parce que on a quand même des engagements au moment où on va signer une promesse et on va aller sur une opération. On a des engagements de deux sortes. Je pense que le premier engagement est un engagement un peu moral vis-à-vis d'un vendeur. Parce que quand on se positionne sur une opération, finalement, si on sait de base qu'on ne va pas avoir le financement, à quoi bon ? Donc, si on se positionne, c'est qu'on sait qu'on va aller sortir un petit peu les doigts et qu'on va pouvoir aller chercher le financement par différents moyens. On peut néanmoins mettre des conditions suspensives d'obtention d'un crédit, etc. Donc, ça, c'est le côté juridique. Maintenant, donc, l'engagement moral, l'engagement juridique qui est au moment de la promesse, où on va fixer des délais pour obtenir le financement. Et les délais sur des opérations de marchand de biens vont se situer, je pense, entre 1 mois et demi et 3 mois, peut-être un peu plus, 4, 5, parfois, sur certaines opérations un peu plus complexes ou un peu plus lourdes. Mais voilà, entre 1 et 4 mois, c'est les délais de financement. Donc en fait, il ne faut pas trop perdre de temps. Parce que si on rate ces échéances, on risque des fois des pénalités, donc l'indemnité d'immobilisation, par exemple, si on n'a pas respecté nos conditions. Et puis, on risque de perdre un peu la face aussi vis-à-vis des vendeurs, parce qu'on n'a pas le financement, ou vis-à-vis des agents immobiliers qui ont apporté l'affaire et l'opération.
Donc, il faut savoir se préparer, il faut être un petit peu structuré pour ça, pour avoir différentes solutions pour le financement. Donc, c'est pour ça qu'il faut être prêt et il y a un bon timing à avoir. Je pense que c'est ça. Et le financement, il ne faut pas y aller trop tôt, il ne faut pas y aller trop tard. Ça veut dire quoi, pas trop tôt, pas trop tard? Ça veut dire trop tôt, j'ai pas de projet. Pas de projet, pas de financement. Là, je pense que c'est un truc qu'on a souvent. Ouais, mais je vais aller prendre contact avec une banque marchande de biens, je vais aller discuter. Écoutez-moi bien, regardez-moi bien. Le chargé de clientèle, chargé d'affaires, marchand de biens, ils sont en sous-effectif dans toutes les banques. Ils bossent comme des fous. Ils traitent beaucoup de dossiers et ils n'ont pas trop de temps à perdre pour discuter avec un potentiel futur ex-client. Ils veulent des dossiers et donc vous irez les voir quand vous aurez un dossier. Donc pas trop tôt, voilà, pas sans dossier. Ça, je l'entends tous les jours. Ah non, mais j'ai pris rendez-vous avec mon banquier, avec X ou Y banque, peu importe. Mais t'as un projet? Non, pas encore, mais je prends rendez-vous pour voir s'il veut me suivre. Oui. Tu vas aller le voir et tu vas lui dire oui, mais si je fais du marchand de biens, vous me suivrez? Il va dire ouais, sûrement, ouais. Ou non, voilà. Donc inutile en fait. Tout le monde perd son temps. Donc sans projet, ça sert à rien. Et après, je dirais trop tôt dans une opération, si vous avez ciblé, focus une opération, mais que vous avez encore pas l'offre d'achat contre-signée, vous avez même pas la promesse de vente ou le compromis signé, que vous avez la moitié des documents annexes. Vous n'avez pas vos devis travaux, vous n'avez pas un relevé géomètre, vous n'avez pas des plans, vous n'avez pas obtenu vos autorisations d'urbanisme, etc. Et vous n'avez pas un dossier carré, présenté correctement, comme les banques l'attendent, comme les banques marchands l'attendent. Mais en fait, vous allez faire perdre votre temps à votre conseiller. Et vous risquez d'avoir des retours qui sont, il me manque telle pièce, ou peut-être le dossier, ils vont le juger vraiment tellement limite qu'ils vont dire, mais je ne vais même pas l'étudier, même si plus tard il est complété. Et moi, je le répète souvent, mais on n'a qu'une seule chance de faire bonne impression sur un dossier vis-à-vis de ce banquier. Vous présentez votre dossier pourri, mal présenté, mal monté, je peux vous dire qu'il va passer en dessous de la pile, voire dans la poubelle. Et le mail, indésirable. Même si l'opération est super bonne. Même si l'opération est bonne, mais mal montée, mal présentée, mal expliquée, c'est un problème en fait. C'est un vrai problème. Et il faut qu'il y ait un fil conducteur, une belle histoire. C'est comme, je fais souvent le parallèle avec les entreprises, mais comme un pitch deck, quelqu'un qui veut lever de l'argent, qui va aller présenter un projet d'entreprise à des fonds, etc. Il y a une façon de le faire, il y a une façon de le présenter. On peut sortir des clous parfois, mais généralement, on reste un petit peu dans le track et on essaye de faire les choses correctement pour que ça soit compréhensible par tout le monde, qu'il y a un fil conducteur. Et sinon, on va pas accrocher les gens, on va pas réussir à les faire venir avec nous. On est des entrepreneurs, on doit les faire monter avec nous dans le projet. Si on n'y arrive pas, c'est raté. Ça, c'est typiquement ce que je peux voir en entrepreneuriat, du coup, sur les boîtes d'ingénieurs qui pensent que leur produit va se vendre tout seul. Exactement. Tu vois, c'est exactement pareil en immobilier. Les techniciens qui sont hyper forts techniquement, mais par contre, qui pensent que ça va se faire tout seul, l'opération, qui va pouvoir lever parce que l'opération est excellente. C'est pas ça en réalité, quoi. Non, c'est pas ça. Et des fois, en fait, la belle opération va être vraiment belle, vraiment bonne, mais l'opérateur, on voit qu'il n'est pas cadré. Il ne sait pas où il en est de sa trésor, il ne sait pas ses encours, ses devis, il ne les a pas. Il dira « oui, je les aurai ». Et il ne les a pas. Ouais. Et je pense à plein de cas, et des fois des membres du cercle qui sont des super bons développeurs d'opérations, monteurs d'opérations, mais sur la structuration, ce n'est pas complètement là. Et il faut les accompagner là-dessus. On a encore eu un cas là récemment sur un dossier Club Deal. J'ai rappelé, je lui ai dit « mais je ne comprends pas ton dossier ». Alors, il l'a modifié, et en fait, c'était vachement mieux. Et en fait, on comprend le dossier, et puis derrière, les banques, elles disent « super, quand vos dossiers ils arrivent, on comprend le dossier, c'est carré, c'est nickel ». Ça, c'est cool. C'est vrai que tu le dis toujours, quand on travaille sur la dernière session d'onboarding, donc de démarrage des membres, désolé pour les anglicismes, c'est mon petit côté montréalais qui ressort. On le voit en fait, entre quelqu'un qui va modéliser avec une marge prévisionnelle à 200 000 € sur des chiffres qui sont un petit peu approximatifs, quand tu modifies, tu rends plus précis les chiffres et qu'on arrive à une marge qui est largement supérieure, en fait, quand tu vas voir la banque dans les deux positions, c'est radicalement différent en fait. C'est ça, en fait, il y a, on a eu le cas là... sur la dernière session, où en fait, le projet, moi, initialement, je l'ai reçu. Quand je le lis, le projet était bon, mais c'était un immeuble à la découpe, il n'y avait pas de préco, j'avais la moitié des devis, j'ai des prix de sortie qui sont donnés, puis j'ai une marge finale, hors frais financiers, qui était de mémoire 21 hors frais financiers. Je dis, putain,
pas si bon que ça, et puis tu as besoin de l'argent très vite, machin, etc. Et en fait, en regardant le dossier, on voit que finalement, les devis ne sont pas si élevés que ça, les prix ne sont pas si ajustés que ça, le bilan il pouvait être précisé, affiné, on pouvait ajuster la durée de portage. Ça n'enlève pas que ça aurait dû être fait plus tôt et que ça aurait dû être plus en amont préparé, qu'on aurait pu avoir même de la préco. Mais finalement, le bilan il est passé de 20% avant financement à 30% après financement. C'est plus le même dossier. C'est plus le même dossier parce que en fait, ça nous permet d'aller sur des solutions alternatives de financement, surtout quand il y avait un besoin rapide. Ça nous permet en fait de réassurer l'opération. Quand on comprend un peu mieux le profil, la structuration de la boîte et les opérations en cours, on comprend un peu peut-être le point qui peut être amélioré, qui peut être changé pour débloquer en fait la situation financière. Et en fait, ça change tout. Ça change tout. C'est la même opération, mais c'est plus le même projet. Et ça, c'est important de l'avoir en tête, que c'est pas uniquement l'opération, mais c'est la façon dont elle est menée, la façon dont elle est présentée, et qui va la gérer, et qui va la mener. En fait, c'est comme dans une boîte, il y a du marketing, il y a du commercial, etc. etc. Et quand tu vas voir le banquier, c'est comme s'il il faisait partie de ton équipe. C'est quelqu'un que tu dois embarquer, en fait, dans le projet. Si l'entrepreneur qui monte une boîte, il n'a pas de vision, il n'est pas capable d'embarquer ses équipes, ça ne marche pas. Et c'est exactement la même chose ici. C'est hyper important d'avoir ça en tête. Il faut convaincre, il faut séduire. On ne demande pas d'enjoliver les chiffres, etc. Ce n'est pas le but, ou de mentir ou quoi que ce soit. Mais on montre les bons côtés de son opération, on va le vendre. Les banquiers marchands, c'est aussi fréquent qu'ils viennent voir. Moi, ça m'est arrivé de les faire venir sur les opérations. Venez voir, regardez ce qu'on a fait, voilà ce qu'on a rénové, etc. Ils sont très contents de le voir parce qu'en fait, ils sont avec nous, comme tu l'as dit, dans une équipe. Donc ça, c'est sur la partie en fait, des financements, le pourquoi du comment et en fait, c'est un peu cette introduction préalable. J'ai dit pas trop tôt, c'est-à-dire pas avant d'avoir des projets et pas trop tôt dans le projet quand il n'est pas encore mûr. Quand il y a des dossiers aussi sur lesquels on peut faire peut-être de la pré-commercialisation qui vont rassurer le dossier, peut-être présenter le dossier dès qu'on a peut-être des offres, des intentions d'achat. Parce qu'en fait, ça va venir rassurer sur les prix de sortie. L'aléa dans le marchand de biens, c'est à quel prix je suis capable de vendre. Et comment je peux être sûr que je vais vendre à ce prix-là. Oui, on a des stats. Oui, on a des datas. Mais est-ce qu'il va se vendre quand même? Et quand on a des offres, là, on confirme le marché. Et donc, du coup, c'est pour ça, d'ailleurs, que ça fait partie souvent de conditions de banque d'avoir un peu de pré-commercialisation parce que ça vient rassurer le marché. Ça vient les dérisquer, du coup, puisqu'elles vont rembourser un peu plus vite leur encours, etc. Mais ça vient surtout confirmer le marché. Et donc, du coup, il faut parfois attendre un petit peu pour présenter le dossier, surtout quand on a des délais de financement. Nous, on travaille souvent avec des compromis un petit peu longs. Donc, souvent 6 mois pour acheter, 8 mois, 12 mois, parfois un peu moins. Mais quand on a des délais comme ça, on n'a pas besoin d'aller le premier mois direct à la banque, taper à la porte. On peut commencer peut-être à envoyer un mail, on aura probablement un sujet, un dossier à regarder, etc. Mais par contre, 2 mois plus tard, vous avez fait travailler vos agents, vous avez travaillé vous avez obtenu des offres, vous avez obtenu vos autorisations d'urbanisme. Là, le dossier est plus clair et là, on y va. Je pense que ça, c'est le bon timing. Il ne faut pas y aller trop tard non plus. Et c'est ça qui est difficile. C'est quoi le bon dosage? Il ne faut pas y aller trop tard non plus parce que, je vous le disais, les effectifs sont plutôt limités. Si c'est une entrée en relation avec une banque, on a besoin de beaucoup de documents et il y a des KYC, donc c'est des documents un peu informatifs et pour vérifier d'où vient l'argent, qui vous êtes, le dossier de l'entreprise, personne physique, personne morale, etc. Donc il y a un peu de temps de montage et puis ensuite, il y a les temps de passer en comité, d'obtenir les accords, etc. Donc il ne faut pas y aller à la dernière minute non plus. Donc quand 15 jours avant, on se rend compte qu'on n'a pas le financement, non, il faut l'anticiper. Et je pense que c'est ça qui est le plus difficile quand on commence à avoir des projets divers et variés en parallèle, c'est de bien gérer ces différents éléments et ces différentes dates clés. Du coup, Ben, là, je suis perdu. Je ne sais plus par quel bout m'y prendre. C'est quoi le process idéal pour être dans le bon timing finalement? Alors, pour moi, dans le bon timing, c'est qu'à partir du moment où vous avez l'offre d'achat contre-signée sur une opération, c'est un peu ça qui déclenche un peu le tout. Parce que ça vient sécuriser en fait le fait que vous allez aller au bout. Généralement, entre l'offre et le compromis ou la promesse que vous allez signer pour vous-même acquérir, il va se passer un délai de l'ordre de 2 à 3, 4 semaines, des fois plus. Ça m'est arrivé d'avoir plus. Et c'est là où il faut bosser. Il faut bosser pour monter le dossier. Alors, monter le dossier, ça ne veut pas dire préparer votre PowerPoint forcément, mais tout préparer pour votre opération. Vos devis, vos diags, vos autorisations d'urbanisme, etc., etc.
tout déposer, préparer votre grille de prix, peut-être préparer un draft de dossier bancaire, un exemple, etc. Pour qu'au moment où vous signez la promesse, vous enclenchiez le tout. Et encore pire, quand vous êtes lancé dans le projet, ou encore plus important, lorsque vous achetez, que vous enclenchiez tout le démarrage de l'opération. Mais donc, du coup, à ce moment-là, on prépare tout. On commence peut-être à choisir un peu avec qui on va travailler. On regarde un peu son bilan de trésorerie, ses fonds propres, qu'est-ce qu'on va avoir à allouer ou pas, pour choisir sa stratégie. Parce que là encore, si on se plante de stratégie et qu'on dit « je vais faire l'opération tout seul », qu'on obtient un financement, mais qu'on ne s'est pas rendu compte qu'on n'avait pas les fonds propres pour le faire rentrer un associé à ce moment-là, c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'en fait, le dossier est déjà validé d'un point de vue entreprise. C'est cette entreprise avec cette structuration qui est validée. Et pas je rajoute un associé à la dernière minute. Déjà, c'est pas très cool pour l'associé parce qu'il vient un peu comme un bouche-trou. Et deuxièmement, pour la banque, ça collera pas. Et donc ça, c'est important à ce moment-là, juste d'avoir une vision de qu'est-ce que je fais. Et il faut plus ou moins décider à ce moment-là, avec un plan A, peut-être un plan B. Et nous, c'est ce qu'on fait sur les opérations. Ok, celle-là, on l'a montée, elle est bonne. Il y a tant de points de marge, tant de besoins de fonds propres, tant de financement. Je vais voir qui. Alors, je vais aller voir telle banque. Ok, j'irai solliciter ces 2 banques-là. Si c'est pas eux, qui je vais voir? Je vais aller voir telle personne. Est-ce que j'ai besoin d'un associé ou pas? Bon, celle-là, je pense que je vais la faire moi-même. C'est moi qui l'ai sourcée, je la sens bien. Je me sens ok, puis on est déjà 2 associés, c'est ok. Ok, les fonds propres, on les a? Ouais, c'est bon. Et si j'ai peut-être certains éléments qui sont pas clairs, je vais réfléchir. Peut-être je prends l'associé. Peut-être que je vais aller lever plus. Peut-être que je vais trouver des investisseurs. Peut-être que je vais la banque plus un crowdfunder. Plein de solutions. Mais d'y réfléchir en amont. Donc ça, c'est le bon timing au moment de l'offre d'achat acceptée, de tout monter votre dossier. Ensuite, selon s'il y a de la préco ou pas, à avoir, ou les délais que vous avez. Je me rappelle, on avait une promesse qui avait duré 1 an. On est allé voir le financeur au bout de 5-6 mois, quand on avait vraiment tous les éléments pour le dossier. Et là, on a une opération dont on a signé la promesse il y a 2 semaines. On doit acheter, donc au moment où on tourne cette vidéo, ça fait déjà 2 semaines et on a 3 mois et demi pour acheter. C'est assez court. Donc là, le jour de la promesse, le dossier, il est parti en banque. Mais comment on fait pour faire partir un dossier en banque le jour de la promesse? Tout a été préparé en amont. Une grille de prix, un dossier clair. On a tout visité, c'est 10 lots, donc il faut visiter tous les lots. Il y a des locataires à prendre contact. C'est quoi leur profil? C'est quoi les DPE? C'est quoi les travaux qu'on va faire? C'est quoi le géomètre? Et en fait, tout est engagé direct. Et là, ça fait globalement 1 mois qu'on a offre d'achat validée. On a un pré-accord de crédit. Ça allait très vite. Mais parce qu'on l'a préparé en amont. Et donc là, il fallait aller plus vite. Donc le timing idéal, c'est pas trop tôt et pas trop tard. J'espère que ça vous semble clair. Mais pour toutes ces raisons que je vous ai évoquées là, pas trop tôt et pas trop tard surtout, parce qu'il n'y a rien de pire. J'ai dû le faire une fois parce qu'on n'a pas eu le financement sur une des opérations directement et ça a pris du retard. De devoir appeler votre vendeur et votre notaire en disant « Je suis désolé, j'ai pas le financement, on va l'avoir, machin, etc. » Il s'expliquait auprès du vendeur. Et le vendeur, qui est pas très content parce qu'il prévoyait d'avoir son argent là. Et je suis désolé, j'ai fait tout mon possible pour, etc. Et ça marche pas, machin. Il me faut 15 jours de plus ou 3 semaines. Ça va. Mais si vous y allez et vous dites, il me faut 4 mois de plus, je peux vous dire qu'il va être mécontent. Alors ça peut arriver, je dis pas que ça peut pas arriver, mais plus vous êtes organisé, plus vous suivez vos deadlines, et mieux ça sera. Toi, est-ce que tu as des checklists, des outils qui te permettent d'anticiper ce truc-là et d'être bien organisé Ouais, alors déjà, c'est vrai que de tout cadrer en amont et sur un dossier, d'essayer d'avoir des process un peu clairs sur chacun des dossiers ou des typologies d'opérations, ça, c'est important. Le deuxième point, c'est de ne pas être trop optimiste sur les délais. Et donc, du coup, dans les délais de promesse, dans les délais d'offres, moi, je marque systématiquement les délais pour informer les vendeurs, informer l'agent immobilier s'il y a un intermédiaire, le notaire, et respecter mes dates. Donc, c'est vrai que on a besoin de travailler les dossiers. On parle souvent de travailler un dossier, mais on a besoin de le préparer et de l'améliorer. Le dossier, il est à l'instant T, au démarrage, avec une marge sécuritaire de X, et nous, on va le rendre à X plus quelque chose. Ouais. Parce qu'on va le travailler. On va l'améliorer. Ça, c'est notre job. Donc, d'avoir des dates un peu larges et d'avoir du temps pour travailler. Parce que si on n'a pas de temps pour travailler, il faut vraiment qu'on gagne quelque chose. Et donc, il faut qu'on ait une marge plus importante de base pour prendre ce risque-là. Si vous n'avez pas le temps, vous avez du risque en plus, donc il est payé. Le temps, la préparation du projet, un suivi régulier des opérations. Alors, ça peut être
papier, ça peut être sur des outils divers et variés. Nous, on a les outils et logiciels métiers internes qui nous permettent de suivre les dates, les deadlines, les échéances, que ce soit d'Urba, des travaux, etc., ou les échéances notariales ou financières, bancaires. Et puis, d'avoir des dossiers bien montés, bien réfléchis. Et pour ça, pareil, moi, je passe les dossiers. Je reparle de ce dossier d'immeuble de Dilo, là, alors, c'est sur Rouen. On est passé dans les ateliers. J'ai fait regarder mon dossier bancaire, les ateliers du cercle, où on audite les opérations. Je fais auditer l'opération. Regarde, est-ce que j'ai pas oublié un truc? Est-ce que le dossier est suffisamment clair? Probablement qu'on passera en club deal. Parce qu'en fait, on va avoir un retour de tout le monde sur l'opération et sur le dossier. Et avant d'envoyer le dossier, je suis passé en atelier. Comme ça, en fait, j'étais sûr que le dossier était clairement lisible pour tout le monde. Moi, il me paraissait lisible. J'en ai fait quelques-uns. Mais comme on connaît l'opération, on ne voit pas les angles morts. Et c'est toujours important d'avoir, je pense, un regard extérieur sur les dossiers bancaires pour, encore une fois, dès qu'on envoie le dossier, et là, je me rappelle, c'était il n'y a pas longtemps, j'ai envoyé le dossier, le lendemain, j'ai la banquière qui m'a appelé, elle m'a dit « Ah, ça fait plaisir, monsieur Bollard, d'avoir votre dossier. » Et puis, c'est très clair, j'ai bien compris l'opération. Okay. Alors, on se dit « Good, bon point. » Justement, rapidement, est-ce qu'il y a des éléments qui te rendent plus bankable, ton dossier plus sexy, peut-être le dossier? Ouais, il y a des éléments un peu clés qu'on peut donner parce que c'est très standard, mais qui tu es? Qu'est-ce que tu as fait? Ça, je pense que c'est important. Opérateur. Donc, côté opérateur, ce qu'on appelle opérateur, c'est le marchand de biens. Qui tu es? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu détiens probablement en patrimoine ou qu'est-ce que tu as déjà fait dans l'immobilier? C'est quoi ton activité, etc. Ça, c'est le côté opérateur. Ensuite, l'opération. Sur l'opération, ce que je veux dire, c'est très basique, mais des fois, dans les dossiers, ça part dans des complexités pas possibles, mais il n'y a pas besoin de ça. C'est qu'est-ce que tu achètes? En l'état, qu'est-ce que c'est? Ensuite, qu'est-ce que tu vendras finalement? Qu'est-ce que tu fais entre les deux pour passer de l'un à l'autre? C'est basique. J'achète quoi? Ça veut dire une matrice cadastrale, un titre de propriété, une désignation, avec un descriptif lot par lot. Qu'est-ce que je vais revendre? Le futur, avec des plans, avec une découpe par un géomètre, avec des visuels 3D, parce que si vous faites des rénaux, c'est mieux avec des visuels 3D, etc., etc. Avec des prix en face de qu'est-ce que je vais revendre, justifier le prix avec des études de marché. Ça, c'est la troisième partie. Donc, j'achète quoi? Je revends quoi? Comment je valide que les prix que j'ai fixés, c'est les bons prix? Et comment je fais pour passer de l'étape A à B? Mes devis, ma division, mes évictions, ma découpe, etc. Une fois que tu as ça, c'est la base du dossier. Et ensuite, le bilan. C'est un BP, bilan économique. J'achète combien? Je fais combien de travaux? J'ai combien de frais juridiques et techniques à côté? J'ai combien de frais financiers? Ça, c'est mon prix de revient. Combien ça me coûte? On va passer sur une base 100, ça me coûte 100. Combien je revends? Tant. Voilà le CA, comment je le décompose, le chiffre d'affaires. Je revends combien de lots? À quel prix chaque lot? Et je l'ai dit juste avant, comment j'ai fait pour déterminer le prix de ces lots avec l'étude de marché? Une fois que j'ai ça, j'ai mon bilan, ma marge. J'ai besoin de quoi? Quel est mon besoin de financement? J'ai besoin de X%. Respecter les ratios des banques, donc généralement 20% d'apport, 80% de financement. Voilà mon apport où il est. Merci, au revoir. On peut ajouter une chose qui est ce que j'achète, c'est-à-dire la caractéristique, aussi sa localisation, son emplacement, pourquoi tu as choisi là, quels sont les avantages de ce secteur, etc. Et ensuite, terminer, merci, au revoir, les contacts. Il n'y a pas besoin de faire une usine à gaz, tout décrire, tout expliquer. Ils veulent voir du synthétique. Et ce que je vous dis là, je pense que ça vous aidera. Carrément. Et justement, depuis tout à l'heure, tu as parlé plusieurs fois du club deal. C'est une de nos grosses forces de frappe. Ouais. Et en fait, moi, la question que j'ai souvent en échange avec des membres, c'est plutôt des candidats, c'est est-ce qu'on doit systématiquement avoir recours au levier bancaire ou passer par le club deal systématiquement, ou les deux? Est-ce qu'il faut faire de l'apport par un autre moyen? Est-ce qu'il faut faire du crowdfunding? Enfin voilà, il y a plein de possibilités de financement. Plein de solutions, ouais. Et en fait, en fonction de ton avancement dans ta carrière de marchand, est-ce que ça va aussi différer? Enfin voilà, il y a plein de questions à répondre sur ça. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? J'en pense que c'est très complexe et difficile de donner une réponse un peu pour standard. Qui est standard, voilà. J'avais l'anglicisme. Réponse standard, très difficile. Alors pourquoi? Parce que ça va dépendre
de l'opérateur, donc du marchand. Expérience, pas d'expérience, première OP, pas première OP, et combien d'OP en ce moment en cours. Parce que pour n'importe qui, plus tu as d'OP, plus, mine de rien, tu multiplies les risques, tu es plus exposé. Ouais. Pour certains, plus j'ai d'OP, plus je divise mon risque, parce qu'en fait, j'en fais plus. Mais bon, en tout cas, côté banquier, c'est plutôt tu as plus d'OP, donc comment tu vas les gérer d'un point de vue opérationnel toutes. Donc il y a ce côté-là. Ensuite, il y a le côté combien tu as de fonds et combien tu as d'argent, toi-même. Ce qui est apprécié par les financeurs, divers et variés, c'est que l'opérateur s'implique. Ouais. S'implique, ça veut dire quoi? Qui mouille le maillot et du coup, qui passe à la banque. Enfin, qui sort son chéquier et qui paye avec une partie de fonds propres. Skin in the game, comme on dit en anglais. Skin in the game, exactement. Mettre un peu de la peau dans le jeu. La peau dans le jeu, quoi. Il faut mettre la peau dans le jeu, quoi. Non, mais il faut y aller, quoi. Il faut mouiller le maillot. Il faut mouiller le maillot. Il faut avoir un peu de fonds propres parce que sinon, c'est rarement très apprécié. C'est possible, mais c'est rarement très apprécié avec des financeurs classiques. Donc ça, c'est le deuxième point. Ensuite, c'est l'opération. Parce qu'on a des financeurs, notamment des banques, qui vont fonctionner de façon régionale. Et donc, une opération hors région ne pourra pas être financée, basiquement. Je suis à Paris, je veux faire une opération, typiquement là, c'est en Normandie. Les banques parisiennes ne veulent pas. Parce que c'est des banques régionales. Par contre, certaines banques nationales acceptent. Ou certains autres établissements acceptent. Et donc, en fonction de tout ça, eh ben, il y a plein de solutions. Et c'est très difficile de s'y retrouver. Et c'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on a fait le Club Deal. Le Club Deal, il a trois vocations. La première, c'est de sécuriser les opérations parce qu'on a des membres expérimentés qui sont déjà marchands de biens. On a un banquier anciennement marchand dans une filiale marchand de biens qui est là aussi, qui va regarder le dossier, auditer le dossier, brainstormer sur le dossier et donc du coup donner un avis favorable ou pas sur le dossier d'un point de vue risque, à la fois sur l'opération, à la fois sur l'opérateur, avec la structuration proposée. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est donner un avis sur le dossier bancaire. Je vous ai dit, on n'a qu'une seule chance de faire bonne impression. Et des coquilles sur un dossier, un truc tout con, mais des fautes d'orthographe dans tous les sens, une erreur sur un bilan ou une incohérence. D'un côté, vous arrivez à un chiffre d'affaires de 650 000 et de l'autre, vous avez 636. C'est bizarre. Ben, ces points-là, on va les repérer, on va les identifier, on va aider à améliorer le dossier bancaire. Et troisièmement, on va essayer de trouver des solutions qui sont sur mesure, parfaitement adaptées au marchand, en fonction de ses envies, de ses besoins. Et parfois, ça arrive aussi que ses envies ne soient pas exactement en adéquation avec ce qu'on va proposer parce qu'il a envie de la faire tout seul, mais on juge que c'est trop compliqué, trop risqué. Ouais. Ou parce qu'il a prévu un financement par une banque et en fait, ça va être compliqué, il faut trouver un financement alternatif. Ou il avait prévu de mettre, à l'inverse, une levée 100% entre les membres et finalement, on va l'orienter vers une banque. Donc en fait, on va être un support, un outil pour les marchands pour sécuriser, valider les opérations, pour aider au dossier bancaire à l'améliorer et pour lui faire une solution parfaitement sur mesure et adaptée à son situation, à son profil et à son opération. Ouais, c'est ça. En fait, il faut imaginer qu'on a plein d'outils à disposition et que l'accompagnement qu'on fait, du coup, on fait l'accompagnement au financement et en fonction de différents paramètres, différents critères que la personne va avoir, on va utiliser un ou l'autre outil. Et c'est ça, en fait, en termes de mécanique intellectuelle en tant que marchand qu'on doit avoir, c'est solliciter plus ou moins certains outils que d'autres. Exactement. On ne va pas forcément systématiquement aller chercher au moins cher. Typiquement, si on va sur, de ce que je comprends, une très grosse opération, qu'on n'a pas forcément les épaules assez solides pour la faire, on va peut-être vouloir s'entourer d'une personne qui va être capable de mentorer, s'accompagner ou autre. Alors voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc ça, c'est un exemple. Il y a des fois, j'ai pas parlé aussi des conditions de timing. Parce qu'en fait, quand vous avez besoin d'un financement très rapide, en fait, l'argent rapide, ça paye plus cher. Ouais. C'est compliqué. Donc, ça se paye plus cher. Des fois, on a des solutions de dernière minute. On en a. Elles coûtent plus cher. L'avantage qu'on a, c'est que ce process de Club Deal, il a fait quand même plutôt ses preuves parce qu'on passe des dossiers, on passe entre 5 et 10 dossiers par mois actuellement. Ça fait plusieurs années maintenant. Les opérations sont validées, ça donne de la confiance aussi à nos partenaires parce qu'on a des partenaires financiers, on a des partenaires bancaires, on a des partenaires extra-financiers, extra-bancaires, extra-crowd aussi, on a des investisseurs en direct, on a des membres du cercle qui sont là pour financer des opérations parce qu'ils sont rentrés aussi une partie pour ça, pour avoir un retour sur investissement par rapport à leurs fonds propres, pour venir accompagner des marchands ou faire des associations.
Et en fait, on trouve des solutions dans toutes les opérations. Ouais. Honnêtement, on trouve des solutions dans toutes les opérations. Encore une fois, plus ou moins cher, mais on trouve des solutions. Et du coup, je le dis encore une fois, le financement n'est pas un sujet pour nous ou pour les membres. On trouvera des solutions. Le plus important, c'est la bonne opération. Trop cool. Voilà. Sur le sujet du financement, donc je pense qu'on a fait globalement le tour. On n'a pas parlé des moyens concrets de le faire, même si j'en ai rapidement évoqué, de la banque, du crowd, des investisseurs privés, des fonds propres, des fonds complémentaires avec d'autres membres. Le process pour valider et surtout, je pense, d'anticiper pour ne pas se retrouver à la dernière minute à devoir renégocier des délais parce que c'est franchement pas agréable ni pour nous ni pour les vendeurs. On a beaucoup insisté sur le timing, vous l'avez compris, je pense que c'est l'élément le plus important, en tout cas dans cette vidéo-là. Pareil, hein, si vous voulez qu'on rentre plus dans le détail sur chacune des modalités, de solliciter un ou l'autre outil, donc encore une fois, CROD, Cloud Deal, banque, etc., mettez-nous en commentaire, ça peut être intéressant comme type de vidéo, donc on peut totalement faire ça, quoi. Je suis complètement d'accord. Je sais que le sujet du financement, c'est un sujet hyper redondant, hyper important pour les marchands, parce que c'est avec ça qu'on peut réaliser nos opérations et des projets immobiliers d'envergure ou pas, ou multiplier les projets. Ouais. Et donc, il faut maîtriser cela, maîtriser les différents outils et surtout savoir le faire. Savoir avoir la compétence de monter un dossier de financement. Et ne vous dites pas, j'ai l'offre d'achat, j'ai réussi ma négo, j'ai réussi à avoir une belle valorisation future et vous arrêtez pas là, parce que ça serait terrible de rater une opération à cause d'une absence de financement. Vous avez dribblé tous les joueurs et il n'y a plus de goal et vous mettez pas le but, quoi. C'est un peu ça. Et j'en parle souvent aussi, hein, le processus de marchand, c'est un processus linéaire, étape après étape. C'est tout en série. Et si vous ratez une des étapes, il n'y a pas le but final. Donc vous avez beau être le meilleur marchand, le meilleur sourceur, le meilleur négociateur, le meilleur pour gérer des devis de travaux, pour faire de la visualisation. Vous avez même pré-commercialisé. Pas assez. Vous n'allez pas avoir de financement, vous n'avez pas d'argent. Terminé. Et c'est très dommage de devoir terminer les opérations avec des marges des fois qui sont intéressantes, voire très intéressantes et importantes à cause d'un problème de financement, qui n'est pas un réel problème de financement, qui est un problème de préparation de son financement. Écoute, merci Benjamin, je pense qu'on a fait le tour. Je crois aussi. N'hésitez pas à nous mettre les commentaires, comme Pierre-Emmanuel vous l'a dit. On pourra vous faire des vidéos à nouveau sur le financement ou sur d'autres thématiques du marchand de biens. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, on vous invite à vous abonner à cette chaîne, à regarder nos autres vidéos. On a fait plein de vidéos de discussion, comme on les fait là, avec Sébastien, avec Pierre-Emmanuel ou avec nos membres sur les opérations. On monte tout, on les visite. Et puis si vous souhaitez être accompagné et accéléré dans votre activité de marchand de biens, vous pouvez nous contacter et puis vous discuterez avec Mister. Mettez-nous du feedback dans les commentaires pour savoir si la vidéo était utile. Mettez-nous des pouces aussi, c'est hyper important pour savoir un peu nous, sur les prochaines vidéos, ce qu'on doit faire ou comment on doit s'orienter. Et encore une fois, on a toujours plaisir à vous lire, à vous répondre sur tous les commentaires, donc on est là pour ça. On répond à tous les commentaires, alors écrivez-nous, ça nous donne du love. Je vous souhaite cool. une très bonne journée, à bientôt, bon visionnage, salut, ciao.